Bonjour à tous. Détruire pour se reconstruire. C'est le titre du billet philo d'aujourd'hui, billet pour Entre nous culture. Alors, le titre de ce billet et le contenu m'ont été inspirés par l'atelier KS de La Rochelle. C'est Thierry, le directeur du média d'Entre nous culture, que je remercie, qui m'a fait découvrir ce concept. Alors l'atelier KS propose ce qu'on appelle de la destructothérapie. Alors, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de permettre à des personnes tout simplement de détruire des éléments de bureau, de détruire des éléments de cuisine. Il y a deux modalités. Donc soit ce sont des éléments de bureau, vous avez un bureau, un écran, un clavier, une imprimante. On vous donne un marteau, un pied de biche, une batte de baseball et vous détruisez les éléments du bureau. Donc casse-tout au bureau. Ça peut être casse-tout en cuisine, donc pareil, on vous munit d'instruments de destruction, vous êtes protégé, vous avez un casque de protection, vous avez, je crois, des gants pour vous éviter de vous couper, de vous érafler, vous avez une combinaison, et là vous avez un îlot de cuisine où vous avez un grille-pain, des verres, des assiettes, des brocs, et vous pouvez projeter, briser, casser, décomposer les objets. Alors, une petite précision, en termes de recyclage, ce sont des objets, nous dit le site, qui sont voués, au rebut, qui sont voués à la déchetterie, qui sont récupérés avant d'être définitivement abandonnés. Donc, ce ne sont pas des objets qui sont en usage ou qui ont encore une valeur d'usage. L'idée, telle qu'elle nous est présentée par le site, c'est de permettre une sorte de purgation, une sorte de, de catharsis, on dirait en grec ancien, c'est-à-dire le fait d'expulser sa colère, sa frustration, son stress, son anxiété. Puis une fois qu'on a détruit des objets, on va se rasséréner dans une salle de repos. Alors je crois qu'il y a, me semble-t-il, un jeu de fléchettes, un flipper, enfin voilà, on va se restaurer, on va faire une pause après ce moment de destruction. Alors je ne fais pas la promotion particulièrement de ce lieu, simplement je le mentionne parce qu'il permet de réfléchir à la valeur ou en tout cas à l'idée de destruction. Alors cette idée de destruction, j'ai dit valeur, on pourrait penser que c'est une contre-valeur, on pourrait penser que c'est, une idée repoussoire. En réalité, si on examine l'idée de destruction, elle est au cœur de notre société. Elle est au cœur de notre société d'abord dans le domaine économique. On peut penser au célèbre Joseph Schumpeter qui, dans un ouvrage non moins célèbre qui s'intitule « Capitalisme, socialisme et démocratie » qui apparaît en 1942, a élaboré, énoncé ce célèbre concept de destruction créatrice. De quoi s'agit-il? Eh bien, selon Schumpeter, dans le domaine économique, le progrès technologique aboutit à des innovations et ces innovations appliquées au domaine de la production donnent, notamment dans le domaine de l'industrie, mais pas que, un gain de productivité. Gain de productivité qui va constituer un avantage concurrentiel pour une entreprise par rapport aux autres et cet avantage concurrentiel va permettre de dominer le marché et va mettre, au rebut. C'est le terme que j'ai employé tout à l'heure, va en tout cas dissoudre ou mettre fin à d'anciennes formes de production, d'anciennes formes d'activité qui périclitent, qui sont remplacées par de nouvelles formes d'activité. Alors évidemment, un exemple extrêmement célèbre, c'est le métier à tisser qui a commencé à être automatisé petit à petit au moment de la révolution industrielle et il a mis fin à l'ancien métier à tisser tel qu'il était pratiqué de façon entièrement manuelle. On peut penser aussi à un exemple célèbre d'entreprise qui est l'entreprise Kodak. Alors pour les plus jeunes, ça ne leur dira peut-être pas grand-chose, mais l'entreprise Kodak, elle a dominé le marché de la pellicule, le marché des appareils photo argentiques. Et l'entreprise Kodak n'a pas vraiment pris le virage du numérique, ne s'est pas adaptée au moment du passage
au numérique, est resté attaché un peu plus longtemps que les autres à la pellicule, et c'est ce qui lui a valu d'être dépassé par les autres marques Canon, Nikon, Panasonic, Sony, etc. Et donc l'entreprise Kodak a déposé le bilan en 2012, puis elle a été ensuite restructurée. On peut penser aussi de façon tout à fait contemporaine aux algorithmes, à la façon de collecter les données, de traiter les données de façon analytique. Ça met fin à d'anciennes activités, ça promeut un nouveau type d'activité qui est supposé être plus compétitif et qui donc remplace les formes antécédentes. Donc on voit que la création-destruction, que la destruction créatrice est au cœur du processus économique. Si on quitte les économistes, j'allais dire libéraux, et qu'on prête un œil aux analyses marxistes, on voit que l'idée de destruction est aussi, j'allais dire, mise en valeur ou mise sur le devant de la scène pour comprendre les phénomènes économiques et sociaux. Selon l'analyse marxiste, contrairement aux théories du XVIIIe siècle sur le doux commerce, le commerce c'est d'abord une guerre commerciale, ça n'est pas une entente, j'allais dire, idyllique entre les nations, c'est une guerre commerciale d'appropriation des marchés, d'accès aux matières premières, d'utilisation et de prédation, dans certains cas, des matières premières. Et c'est ce qui a donné notamment les impérialismes coloniaux du XIXe siècle, qui ont engendré d'abord des escarmouches, et puis qui ont été l'un des facteurs déclencheurs, l'une des raisons de la Première Guerre mondiale. Il y a d'ailleurs un ouvrage célèbre de Lénine qu'il avait rédigé en 1916 et qu'il avait fait paraître en 1917, qui s'appelle « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme ». Donc il y a vraiment l'idée que la guerre, la destruction, même au sens physique du terme, là c'est pas une destruction simplement d'activité, c'est une véritable destruction humaine, une véritable destruction militaire, est engendrée et produite par la dynamique économique de conquête des marchés. Il y a aussi d'autres éléments d'analyse toujours marxistes qui, comment dirais-je, mettent en avant le rôle de la destruction dans l'économie, dans une économie capitaliste. Ce qui est important, c'est de consommer, c'est de produire et de consommer. Et donc, à un moment, on aboutit à une saturation des marchés. Et pour soutenir la consommation, il faut du crédit, il faut de l'endettement, et puis on arrive à un seuil de solvabilité, d'endettement, qui produit une crise financière, un effondrement des marchés d'actions, et qui peut aussi se doubler d'une crise monétaire. Un exemple très célèbre, c'est évidemment la crise de 1929, dont l'Amérique n'est sortie qu'au début des années 1940. Parfois c'est un peu tu, mais ça n'est pas, en tout cas ça n'est pas uniquement le New Deal de Roosevelt qui a permis aux États-Unis de se sortir de la crise de 1929. C'est aussi, c'est un petit peu mal pensant de le souligner, mais c'est aussi l'industrie de guerre qui a été mise en place à la fin des années 30 et au début des années 40. Et donc la destruction ensuite engendrée par la guerre cause une ouverture de marché et cause la possibilité d'une reconstruction. C'est assez cynique, mais en tout cas ça fait partie du processus de production, de surproduction, de crise, de guerre et de reconstruction. Donc on voit que la destruction, qui peut paraître comme une antivaleur, est peut-être au cœur du processus économique. Alors à titre personnel, la destruction permet sans doute d'extérioriser, de purger des passions négatives, de se défaire d'une certaine forme de frustration, de colère ou de ressentiment. C'est ce qui est proposé par l'atelier dont j'ai parlé. Ça permet aussi sans doute, comment dirais-je, ce type de démarche quand on éprouve un sentiment d'impuissance, notamment quand on éprouve un sentiment de frustration lié à des choses qui sont incorporelles, comme une relation, des rapports humains qui sont frustrants, de compenser ce sentiment d'impuissance tout d'un coup en matérialisant à l'extérieur de soi, dans un objet, dans une chose, l'origine, si l'on veut, de son ressentiment et de sa colère, en se fixant sur cette chose et en détruisant cette chose. On a peut-être le sentiment réel ou illusoire de reprendre la main, d'avoir un sentiment enfin de puissance qui vient compenser le sentiment d'impuissance qu'on ressent au-dedans de soi-même. Mais c'est vrai qu'on a une tendance instinctive à se venger sur les choses. On peut penser par exemple aux enfants quand ils subissent une frustration, quand ils sont dans la colère, dans le ressentiment, eh bien, leur première réaction instinctive c'est de jeter, de projeter, de briser, de casser la chose
qu'ils ont sous la main. C'est une forme d'exutoire pour eux. Alors évidemment, il y a quelques bémols à apporter, c'est que je doute que ça puisse constituer un élément réellement thérapeutique, parce que pour prendre de la distance par rapport à une émotion, pour pouvoir l'élaborer, pour pouvoir structurer une expérience de vie, lui donner sa pleine dimension, l'expliciter et la comprendre, c'est pas simplement le geste de destruction d'un objet qui va nous permettre de nous construire ou de nous reconstruire. Donc il y a une dimension thérapeutique qui, à mon avis, est assez limitée dans cet effet purgatif immédiat de la violence ou de la colère. Et puis le deuxième problème, je dirais, c'est le problème de responsabilité. On a tendance, on a une volonté peut-être d'expulser la colère à l'extérieur de nous, de briser, de casser quelque chose, de faire un acte de violence. Il faut penser aussi aux personnes qui sont autour de nous, qui n'ont rien demandé et qui peuvent se prendre en pleine figure cette manifestation de violence qui peut être intimidante et qui peut, je dirais, par quiproquo ou par malentendu, être comprise comme étant dirigée contre eux. Donc on voit que ça n'est pas si simple. Mais en tout cas, la destruction, elle n'est pas une valeur étrangère à nos sociétés. Et il y a une réelle ambivalence entre construction et destruction. Nous savons tous que pour construire de nouveaux rapports, de nouvelles relations, pour entamer de nouveaux projets, il faut souvent nous défaire ou déconstruire des habitudes, des automatismes, des conditionnements, voire dissoudre d'anciennes relations, voire rompre, voire casser, voire briser d'anciennes formes de relations que nous avions pour nous projeter vers quelque chose de nouveau, pour inventer, pour créer quelque chose de constructif, quelque chose de positif. Donc, ambivalence entre création et destruction. Et ça m'amène à évoquer une intuition célèbre de Friedrich Nietzsche, qui, pour qualifier l'essence de la vie, avait mis en avant cette idée de volonté de puissance. Alors, la volonté de puissance pour Nietzsche, ça n'est évidemment pas une volonté de bonheur, c'est une certaine volonté d'accomplissement, d'assouvissement, d'une force de vie qui nous traverse. Nietzsche prend un célèbre exemple, il pose la question suivante: que recherche un arbre au sein d'une forêt quand il monte? Il y a d'autres arbres qui l'entourent, on peut penser à un sous-bois, si vous voulez, il y a d'autres arbres qui l'entourent. Que cherche-t-il en allant chercher la lumière? Bien, Nietzsche nous dit que ça n'est pas le bonheur, ça n'est pas le confort douillet d'une situation qui nous est confortable, nous est agréable ou serait paisible et faite de quiétude. C'est une lutte, c'est un engendrement, un enfantement de soi-même, un effort, c'est une énergie déployée pour aller au bout de ses possibilités, pour aller au bout de son potentiel, pour s'accomplir, pour aller chercher de cette lumière. Et cette lutte, elle permet d'engendrer un élan, si vous voulez, un élan vital, un élan de la vie, qui comporte une part de souffrance pour Nietzsche. Tout enfantement, évidemment, comporte une part de souffrance, de création et de destruction, de modelage. Si on veut, il y a une plasticité de la vie et donc elle se forge aussi par les épreuves. Donc cette volonté de puissance, ça n'est pas une volonté de bonheur, mais c'est paradoxalement quand même une volonté d'accomplissement. Alors, on peut penser là aussi aux enfants que j'ai mentionnés tout à l'heure, si on veut prendre un exemple qui nous montre le caractère instinctif de cette ambivalence entre création et destruction, qui sont deux faces finalement de cette même volonté de puissance. La puissance de la vie, elle peut ressentir dans le fait de façonner, créer, produire quelque chose, mais aussi détruire, briser, rompre, pour recréer, pour faire table rase du passé, pour recréer quelque chose de nouveau. Je prends l'exemple par exemple des châteaux de sable que les enfants construisent face à l'océan, face à la montée des eaux. Alors évidemment, c'est peine perdue, on sait déjà que le château va être déconstruit, va être dissous par l'avancée des eaux, mais il y a une véritable volonté de le consolider, de le renforcer. On construit des douves, on construit des remparts épais, et puis on voit parfois certains enfants qui, au moment où le château commence à se déliter, plutôt que de laisser la main à l'océan pour reprendre, l'initiative, détruisent eux-mêmes, piétinent le château qui est en train d'être déconstruit. On peut prendre un autre exemple qui est très simple. On peut gonfler un ballon, jouer avec le ballon, puis à un moment il y a une envie de l'éclater. On voit parfois des enfants prendre une branche et la casser contre un arbre qui ne leur a rien fait. Donc il y a cette volonté d'éprouver la puissance de la vie à travers la création, le modelage, le fait de façonner une pâte, etc. Et puis de l'écraser, de défaire ce qui a été fait, de détruire, de rompre, de briser, pour faire quelque chose de nouveau. Et ça renvoie à cette intuition de Nietzsche sur l'essence de la vie. Pour Nietzsche, la vie, c'est un cercle, c'est une boucle.
qui produit, qui crée des formes nouvelles par la dissolution de formes anciennes. C'est une exubérance, une profusion qui n'a pas de finalité. On n'est pas dans la pensée d'Aristote qui pensait que la nature poursuit des fins déterminées. Il n'y a pas d'intention, si on veut, dans la nature. Il n'y a pas de fin précise, mais il y a une tendance, il y a une impulsion, il y a un jeu des formes, il y a une création, il y a une prodigalité, il y a une profusion dans la vie qui passe par une création de formes, puis par une destruction des anciennes formes. Et nous le savons, dans la mesure où nous avons une part d'animalité, les individus produisent, ils procréent, ils donnent naissance à de nouvelles générations. C'est aussi le signe de leur propre mort. Ils sont mortels, ils donnent naissance, à de nouveaux individus qui vont pérenniser l'espèce, en l'occurrence l'espèce humaine, mais cette pérennisation, elle va passer par la dissolution, la disparition progressive des générations antérieures. Donc on le voit, ambivalence entre création et destruction, boucle de la vie. J'allais dire, tout serait trop simple s'il y avait d'un côté la création, le devenir, l'avenir, la production, la dissolution, la destruction des anciennes formes, et s'il y avait de l'autre côté la volonté d'éterniser, de fixer, d'immobiliser les choses. En réalité, Nietzsche attire notre attention sur une distinction plus subtile. Il dit cela dans Le Gai Savoir, alors c'est dans la 5e partie, c'est dans le paragraphe 370, que nous dit-il? Il nous dit en fait il ne faut pas simplement se focaliser sur cette antithèse entre d'un côté éternisation, immobilisation, fixité, et de l'autre côté mobilité, changement, devenir, création, dissolution. Nietzsche nous dit qu'il faut s'en référer à la vie et notre rapport, notre relation à la vie. De même, pour toute œuvre d'art, on la juge dans la mesure où c'est un symptôme de notre rapport à la vie. Il y a deux rapports fondamentaux à la vie, nous dit Nietzsche. Il y a soit une profusion, une exubérance, une vitalité qui a une part de souffrance puisqu'elle cherche à enfanter quelque chose, à produire, ce qui est déjà une épreuve, et à se produire soi-même. Ça, c'est le côté prodigalité de la vie, vitalité. Et puis, il y a une autre attitude face à la vie, qui est une attitude d'amenuisement, d'appauvrissement de la vie, de pauvreté de force vitale. Et ce sont ces deux attitudes, ces deux relations à la vie qui vont commander deux attitudes ambivalentes par rapport aux deux idéaux que j'ai mentionnés. On peut vouloir le changement, la prodigalité, la destruction créatrice, parce qu'on est plein de vie, parce on embrasse la vie totalement, et on accepte le devenir, on accepte parfois le caractère chaotique des choses, la dissolution, on n'a pas peur de se jeter, dans la bataille de l'existence et d'éprouver des défaites, des reconquêtes, etc. Mais on peut aussi, nous dit Nietzsche, vouloir la dissolution, le devenir, le changement, tout simplement parce qu'on n'aime pas la vie. Parce qu'on a une rancœur, une colère, un ressentiment, un dégoût ou du dépit vis-à-vis de la vie telle qu'elle est ou telle qu'elle nous semble être. C'est pas du tout la même chose. D'un côté, on a un pessimisme tragique, nous dit Nietzsche, ou classique. Alors, il dit qu'en même temps, le terme classique, il est un petit peu démonétisé, un petit peu dévalué, donc il lui préfère le terme tragique. C'est un pessimisme tragique ou dionysien, puisqu'il fait référence au dieu grec Dionysos, qui est un pessimisme qui ne se fait pas d'illusions sur la vie, sur sa cruauté parfois, sur sa dureté, mais qui adhère à la vie, qui dit oui à la vie, qui dit oui à l'existence, qui dit oui au changement, y compris le changement qui implique une part de dissolution. Et puis de l'autre côté, il y a un pessimisme qu'il qualifie de romantique. Alors ça, il faut faire référence évidemment au courant romantique du XVIIIe et du XIXe siècle, qui est un pessimisme malingre, malade. C'était l'une des expressions de Goethe qui disait à propos du romantisme que c'était une maladie de vivre d'une certaine façon. Donc vous voyez qu'on peut avoir deux relations différentes au changement, à la modification et au devenir. Il faut toujours juger notre rapport au changement par rapport à notre relation à la vie. Et de même pour l'éternité ou la fixité, il y a une fixité qui est belle, qui est une forme de gratitude, une forme d'émerveillement face au monde. On veut l'éterniser parce qu'on le trouve beau, parce qu'on lui trouve une harmonie, parce que, on adhère à ce qu'il est. Ça, c'est l'idéal des Grecs, nous dit Nietzsche, c'est l'idéal d'Homère, de l'Iliade et l'Odyssée, c'est l'idéal de Goethe aussi.
Et puis on peut vouloir éterniser, fixer les choses parce qu'on tient à sa propre particularité, on a peur de la mort, on a peur de disparaître, d'être dissous, et on veut, comment dirais-je, pour pallier, pour compenser cette angoisse ou cette anxiété, vouloir maintenir les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas du tout le même rapport à la vie. Alors en conclusion, quelle que soit l'idée qu'on se fait de cette analyse de Nietzsche, sur cette ambivalence de la volonté de puissance, création et destruction, ou création destructrice ou destruction créatrice, une chose est sûre, il y a véritablement dans nos vies une ambivalence entre de la destruction et de la création. Je l'ai dit, pour se projeter vers quelque chose de nouveau, parfois pour se réinventer, pour entamer une nouvelle époque de notre vie, de nouvelles relations, il faut défaire, il faut déconstruire, il faut dissoudre d'anciens automatismes, d'anciens conditionnements, d'anciennes habitudes, d'anciennes façons de penser à nous-mêmes. Il faut parfois mettre fin à certaines relations si elles sont nocives ou toxiques ou si elles sont trop limitantes pour nous et qu'elles nous ont conduit d'une certaine façon à une forme d'anémie ou à un renoncement à nous-mêmes. Et donc, il y a cette ambivalence au sein de nos vies, au sein de nous-mêmes, au sein de nos choix, au sein de nos projets de vie. La question que j'ai envie de vous poser, c'est la suivante. Et vous, est-ce que vous rêvez, est-ce que vous désirez une pure création qui n'implique aucune forme de destruction, ou bien est-ce que les choses que vous voulez créer, mettre en place, les projets que vous voulez faire aboutir, impliquent de défaire, de dissoudre, voire de détruire d'anciennes choses, d'anciens rapports, d'anciennes relations à vous-même, aux autres ou aux choses qui vous entourent. Merci de votre attention, merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner, j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, je me rattrape à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous en appréciez le contenu, de mettre un pouce sur la vidéo, ça aide toujours au référencement. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous lis avec plaisir et je vous dis à bientôt.